Dans ses premières étapes, la guerre Russie-Ukraine était principalement une bataille à sens unique, avec la Russie en tant qu'agresseur en tête. Elle a envahi, bombardé et pris de force des territoires à l'Ukraine, les forces armées ukrainiennes se battant simplement pour conserver les quelques parcelles de terre qu'ils le pouvaient, repoussant une attaque après l'autre, luttant pour trouver l'équipe ou la liberté de lancer une sorte de contre-attaque. Mais les choses ont changé. Maintenant, grâce à certaines modifications récentes de la politique de plusieurs pays de l'OTAN, l'Ukraine riposte plus vigoureusement. La Russie, quant à elle, glisse vers un état chaotique. Elle manque de ressources, son économie s'effondre, et même son président, Vladimir Poutine, ressent les effets. Avec son image de longue date en tant que leader tout-puissant qui commence à montrer de sérieuses fissures, voici un examen plus approfondi de comment et pourquoi tout cela se produit. Commençant par ce qui est sans doute la nouvelle la plus importante à émerger de la guerre ces derniers temps, l'assouplissement des restrictions de l'OTAN sur l'Ukraine. Des nations de l'OTAN comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont tout fourni à l'Ukraine diverses armes et équipements depuis le début de la guerre. Les États-Unis, par exemple, ont fourni des systèmes de lancement de missiles High Mobility Artillery, Rocket System dévastateurs, tandis que le Royaume-Uni a livré des systèmes de missiles M270 pour ne citer que quelques exemples. L'Ukraine a également reçu des missiles à longue portée très impressionnants comme les Atacams des États-Unis, avec une portée maximale proche de 190 miles, ou les missiles Storm Shadow, fournis par la France et le Royaume-Uni, qui peuvent tirer sur des cibles à plus de 150 miles de distance. Cependant, pendant une grande partie de la guerre jusqu'à présent, l'Ukraine n'a pas été autorisée à utiliser ces types d'armes à plein effet, en raison des restrictions imposées par les pays donateurs. Pour être plus précis, plusieurs pays de l'OTAN ont dit à l'Ukraine de ne pas frapper le territoire russe avec les armes qu'ils ont fournies. Ainsi, malgré avoir un tas de puissance de feu, elle n'avait aucune autorité pour l'utiliser pour tout type d'attaque sur le sol russe. Il y avait un certain niveau de logique dans les restrictions. Les dirigeants de diverses nations occidentales, comme les États-Unis et l'Allemagne, craignaient que le fait de permettre à l'Ukraine de tirer sur la Russie avec des armes fournies par l'OTAN puisse entraîner une escalade de la guerre, ou même déclencher Poutine à déclarer un conflit à bien plus grande échelle avec l'OTAN elle-même. Pendant longtemps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a argumenté contre ces restrictions. Il a sollicité les dirigeants de diverses nations de l'OTAN pour les assouplir et permettre à son pays de lancer des contre-attaques sur le sol russe. Certains dirigeants de l'OTAN étaient d'accord avec sa position, d'autres étaient plus réticents. Mais le souhait de Zelensky a commencé à se matérialiser fin 2024 et début 2025, alors que certaines nations de l'OTAN assouplissent progressivement les restrictions, accordant à l'Ukraine la capacité de frapper des cibles militaires en Russie. Puis, il y a juste quelques jours, le 26 mai 2025, le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, lors d'un événement politique à Berlin, a confirmé que toutes les restrictions de portée avaient été levées sur les armes fournies à l'Ukraine. Merz a déclaré qu'il n'y a plus aucune restriction de portée sur les armes livrées à l'Ukraine, ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous, ni par les Américains. Cela signifie que l'Ukraine peut maintenant se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie. Avec très peu d'exceptions, elle ne l'a pas fait jusqu'à récemment. Elle peut maintenant le faire. Mais a ensuite posté sur X pour réitérer et renforcer sa position, écrivant « Nous ferons tout en notre pouvoir pour continuer à soutenir l'Ukraine ». C'est une énorme bonne nouvelle pour Zelensky. Cela signifie que l'Ukraine a maintenant la capacité de lancer des missiles balistiques destructeurs vers des cibles sur le sol russe. Bien que ces frappes soient effectuées de manière sélective et sous pression diplomatique pour éviter l'escalade. Ces cibles pourraient inclure des bases militaires au-delà de la frontière, des pistes que les Russes utilisent pour lancer des jets et d'autres aéronefs, des hangars où ils stockent des pièces d'équipement précieuses, des usines où sont fabriqués de nouveaux drones et armements, et ainsi de suite. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour Poutine. De nombreux experts estiment que le président russe mise depuis longtemps sur le fait que l'OTAN serait trop prudente pour permettre à l'Ukraine d'utiliser des missiles en Russie. Il a même lancé des avertissements pour intimider les alliés occidentaux de l'Ukraine. En septembre 2024, par exemple, il a déclaré que la Russie serait effectivement en guerre avec l'OTAN si elle permettait à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée. Cela changerait de manière significative la nature même du conflit, a déclaré Poutine. Cela signifierait que les pays de l'OTAN, les États-Unis, les pays européens, sont en guerre avec la Russie.
Et pendant longtemps, la politique de peur de Poutine a fonctionné, et il a obtenu ce qu'il voulait. Mais la situation a radicalement changé depuis lors, et l'Ukraine a la capacité de non seulement se défendre et tenir bon, mais aussi de lancer des attaques et des bombardements de son propre chef. Et elle a déjà profité de cette capacité, en effectuant plusieurs frappes sur des cibles russes, avec encore beaucoup de missiles en stock et prêts pour de futures attaques. Enfin, a une vraie raison d'être effrayée. Et cette peur était visible dans ses dernières actions. Ces derniers jours ont vu d'importants bombardements aériens sur l'Ukraine, avec des centaines de drones et de missiles lancés sur de nombreux sites à travers le territoire ukrainien, y compris la capitale Kiev. Ces attaques ont été parmi les plus importantes depuis le début de la guerre, avec des centaines de drones et plusieurs missiles entraînant plusieurs morts civiles, des blessures et des infrastructures endommagées ou détruites. Une attaque aurait impliqué un total de 355 drones, le plus grand nombre vu dans une seule attaque jusqu'à présent, ainsi que 9 missiles de croisière KH-10, un provenant de 2 avions bombardiers, 95 MS selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. Ces attaques ont causé encore plus de destruction et de pertes de vie tragiques pour l'Ukraine. Mais il y a une lueur d'espoir, et elle n'est pas insignifiante. Pour une chose, les 9 missiles russes ont été abattus avant d'atteindre leur cible. Cela prouve à quel point les défenses aériennes ukrainiennes sont devenues efficaces. De plus, sur les 355 drones, un total impressionnant de 230 a été détruit sans causer aucun dommage ou mort. 55 autres ont été désactivés par la guerre électronique, ne laissant qu'une petite fraction du nombre total actif et capable de frapper leur cible. Chacun des drones Shahid sur lesquels la Russie compte largement pour ses attaques coûterait environ 35 000 $ chacun. Donc, pour faire le calcul, 230 drones éliminés, plus 55 autres désactivés. Faites 285, multiplié par 35 000 $. Faites 9,975 millions de dollars. Près de 10 millions de dollars de matériel russe effacé du ciel sans infliger un seul dommage à l'Ukraine. La Russie aurait dépensé plus de 145 milliards de dollars en défense en 2024. Ce chiffre devrait augmenter en 2025. 10 millions de dollars ne représentent pas exactement une somme gigantesque comparée à 145 milliards de dollars. Mais c'est toujours une énorme somme d'argent que la Russie perd en une seule nuit. Et une énorme quantité de matériel dans lequel le pays a investi du temps et se préparait à utiliser, pour le voir simplement tomber du ciel sans aucun impact du tout. Et ce genre de choses se produit assez souvent. Récemment, Poutine a ordonné d'énormes bombardements aériens sur l'Ukraine, envoyant vague après vague de drones et de missiles vers Kiev et d'autres cibles, espérant non seulement détruire les bâtiments et l'infrastructure de l'Ukraine, mais aussi briser l'esprit du peuple. Mais au final, malgré quelques dommages et pertes, beaucoup de ces attaques à grande échelle échouent. Car l'Ukraine dispose des défenses nécessaires, comme les systèmes de défense aérienne et les contre-attaques de missiles, pour annuler une grande partie des dégâts. Encore et encore, des dizaines, voire des centaines de drones et de missiles russes peuvent être vus être effacés du ciel sans atteindre leur cible. Chaque fois que cela se produit, cela représente une perte pour la Russie et entame un peu plus les plans de Poutine. De nombreux experts pensent que le président russe a intensifié les attaques ces derniers temps dans le but de forcer l'Ukraine à la table des négociations et pour mettre la pression sur les États-Unis et les autres nations de l'OTAN afin d'obtenir un accord de cessez-le-feu avec des conditions qui sont favorables à la Russie. Mais cela ne se produit pas. En effet, toutes les tentatives de pourparlers de cessez-le-feu jusqu'à présent ont échoué à démarrer, car l'Ukraine est compréhensiblement réticente à simplement donner à la Russie la victoire qu'elle souhaite. Au lieu de cela, malgré toutes les astuces et tactiques de Poutine, les nations de l'OTAN ne reculent pas, mais intensifient plutôt leurs propres contre-mesures. Des contre-mesures comme celles de Lindsey Graham et Richard Blumenthal pour sanctionner la Russie. Loi de 2025, autrement connue sous le nom de projet de loi du Sénat, 1241. Ce projet de loi, qui a été introduit récemment mais qui gagne rapidement du terrain et accélère son passage à travers le Sénat des États-Unis, pourrait complètement changer la donne et peut-être même mettre fin à la guerre. Le républicain Graham et le démocrate Blumenthal copromeuvent le projet de loi et ont publié une déclaration conjointe le 21 mai décrivant son objectif. Notre législation isolera la Russie, en la plaçant sur une île commerciale en imposant des tarifs élevés sur les autres pays qui soutiennent ces atrocités. L'une des principales priorités de notre législation est de tenir la Chine responsable du soutien à la machine de guerre de Poutine, en achetant du pétrole russe bon marché à la flotte fantôme.
Sans le soutien économique de la Chine, la machine de guerre de Poutine s'arrêterait brusquement. Alors que nous aspirons à la paix, il est de plus en plus clair pour nous et une super majorité du Sénat que Poutine joue avec nous. Le Sénat des États-Unis est prêt à agir si ces jeux continuent. Vous, Graham et Blumenthal, ne ménagez certainement pas vos efforts avec ce projet de loi. Il prévoit un large éventail de sanctions et de devoirs contre le Kremlin, y compris des interdictions de transactions financières avec des entités russes. Mais peut-être plus important encore, il se concentre également sur tous les pays qui pourraient encore souhaiter acheter et utiliser de l'énergie russe. Pour être plus précis, le projet de loi stipule que tout pays qui vend, fournit, transfère ou achète sciemment du pétrole, de l'uranium, du gaz naturel, des produits pétroliers ou des produits pétrochimiques originaires de la Fédération de Russie sera frappé d'immenses, des tarifs de 500%. C'est si important parce que, même si de nombreux pays à travers le monde ont imposé de lourdes sanctions à la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, un certain nombre d'entre eux achètent toujours, utilisent et dépendent des combustibles fossiles russes. Cela inclut les nations de l'Union européenne. En 2024, l'Union européenne a dépensé environ 23 milliards d'euros en énergie russe, correspondant presque à l'assistance militaire totale qu'elle a fournie à l'Ukraine. Des pays comme la France, l'Espagne et les Pays-Bas servent de point d'entrée sur l'Union européenne pour le gaz naturel liquéfié fabriqué en Russie. Tandis que d'autres nations comme la Hongrie, la Grèce et la Bulgarie reçoivent du gaz russe à travers des pipelines traversant la masse terrestre européenne. Certains pays européens, comme la Slovaquie et la République tchèque, ont même des réacteurs nucléaires fabriqués en Russie, qui dépendent des combustibles russes pour fonctionner. Tous ces pays, 12 États membres de l'Union européenne au total, pourraient être soumis à une pénalité tarifaire de 500% s'ils continuent à acheter et à utiliser du carburant russe. Mais c'est la Chine, et non l'Europe, qui est le principal focus de ce projet de loi, comme le notent Blumenthal et Graham dans leur déclaration. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la Chine a augmenté sa dépendance énergétique envers la Russie. En regardant strabement en arrière de 2018 à 2021, par exemple, la Russie représentait environ 15,5% des importations de pétrole brut de la Chine. Depuis 2024, ce pourcentage a augmenté à 21,5%. La nation asiatique dépense des milliards par mois en carburant russe, et elle n'a montré aucun signe de déviation de cette politique. Mais avec la menace imminente de tarifs de 500%, la Chine pourrait finalement devoir repenser sa stratégie. Ajoutez ce fait aux autres mesures incluses dans le projet de loi, qui auront un effet paralysant sur les banques russes et les oligarques. Et il devient clair que cela pourrait être un véritable coup de marteau pour le Kremlin, du genre qui n'a jamais été vu auparavant. Pour aggraver encore les choses, pour Poutine, il y a presque aucune chance que ce projet de loi ne passe pas. 81 sur 100 sénateurs américains ont déjà signé le projet de loi en tant que coparrains. Cela signifie qu'ils sont totalement engagés à soutenir ce projet de loi. Et rien ne semble se dresser sur son chemin alors qu'il progresse à travers le Sénat et au-delà. Bien sûr, quelques éléments peuvent encore nécessiter d'être clarifiés et ajustés. Et il reste à voir comment le projet de loi prendrait effet, quels biens et services seraient inclus dans les tarifs, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, c'est un grand coup pour la Russie, sans aucun doute, et ses répercussions se feront ressentir dès maintenant dans les couloirs du Kremlin et au-delà. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêteront pas là pour Poutine. Un autre événement majeur dans la guerre Russie-Ukraine a eu lieu aux premières heures du lundi 26 mai lorsque l'homme le plus puissant de la planète, Donald Trump lui-même, a fait sans doute sa déclaration la plus importante sur Poutine jusqu'à présent. Écrivant sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, Trump a dit « J'ai toujours eu une très bonne relation avec Vladimir Poutine de Russie. Mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu absolument fou. Il tue inutilement beaucoup de gens, et je ne parle pas seulement de soldats. Des missiles et des drones sont tirés dans les villes d'Ukraine sans aucune raison. J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine, pas seulement un morceau. Et peut-être que cela s'avère être vrai. Mais s'il le fait, cela conduira à la chute de la Russie. » Cette déclaration est intervenue après une longue période pendant laquelle la position de Trump sur Poutine et la guerre en général semblait quelque peu incertaine. Le président américain avait fait plusieurs déclarations contrastées à un moment donné, accusant l'Ukraine d'avoir commencé la guerre, prétendant également qu'il allait tout terminer presque immédiatement après avoir pris ses fonctions, et semblant, parfois, suggérer que les États-Unis devraient se retirer complètement et laisser l'Europe gérer ses problèmes seule. De nombreux experts ont spéculé depuis un certain temps que Trump essayait de lancer une bouée de sauvetage à Poutine pour l'aider, négocier un accord de cessez-le-feu qui fonctionnerait raisonnablement bien pour la Russie,
et mettrait fin à ce conflit coûteux, une fois pour toutes. Mais il semble que Poutine ait rejeté ce plan, et que, comme le dit Trump, il veut continuer et prendre non seulement des parties de l'Ukraine, mais peut-être tout le pays. Maintenant, indépendamment de ce que Trump a dit ou non dans le passé, il semble clair que le président des États-Unis ne va pas permettre à la Russie de continuer. Il ne trouvera pas d'excuses pour les meurtres de civils par Poutine et les bombardements insensés de cibles à travers le territoire ukrainien. Il n'arrêtera pas non plus les sanctions majeures et les propositions comme le projet de loi du Sénat mentionné précédemment. En bref, de nombreux experts pensent maintenant que Trump a abandonné Poutine, et les effets de cela peuvent être vus sur les marchés. Suite à la déclaration de Trump, plus l'annonce du chancelier allemand que l'Ukraine a désormais le droit de tirer des missiles en Russie. La bourse de Moscou a chuté de plus de 2%. C'est l'une des plus grandes baisses que la bourse a connues depuis un certain temps. Et les effets sur certaines des plus grandes marques russes étaient encore plus importants. Des entreprises comme Gazprom, contrôlées par l'État, et la société technologique VK Group ont chacune perdu près de 4% de leur valeur. L'aéroligne nationale russe, Aeroflot, a également chuté de 2,2%. L'indice de volatilité pour la Russie a également grimpé en flèche, représentant un signe clair de panique parmi les investisseurs. Et en termes de valeur monétaire réelle, les marchés russes ont perdu environ 100 milliards de roubles au total, ce qui équivaut à environ 1,1 milliard. Et tout cela est venu d'une seule déclaration que le président Trump a postée en ligne. Maintenant, imaginez l'impact énorme que les marchés et l'économie russe en général subiraient si et quand le projet de loi du Sénat 1241 passe et 500%. Les tarifs commencent à toucher tous les pays qui achètent et utilisent du pétrole et du gaz russe. Cela inclut la Chine et l'Inde, qui représentent ensemble plus de 80% de tous les achats de pétrole russe. Le pétrole et le gaz sont les piliers de l'économie russe. En 2024, les ventes de ces deux ressources représentaient environ 30% de toutes les recettes fédérales de la Russie. En frappant ces ressources clés, les États-Unis et leurs alliés peuvent affaiblir considérablement la position de la Russie, forçant sa main et traînant essentiellement Poutine à la table des négociations, qu'il veuille y être ou non. Pour aggraver les choses, pour la Russie, l'économie du pays est déjà dans une position périlleuse. Un économiste suédois de premier plan, Anders Aslund, a récemment déclaré que la Russie est en voie d'épuiser son fonds de richesse nationale d'ici l'automne de cette année. Il a déclaré « Cependant, la pénurie la plus critique est le financement du budget, car les dernières réserves liquides de la Russie risquent de s'épuiser à l'automne de 2025. Des coupes budgétaires deviendront alors nécessaires. Entre-temps, l'économie de guerre pourrait également nécessiter des contrôles des prix et le rationnement, les vieux péchés soviétiques. Alors que le risque de crash financier augmente, l'économie en péril de la Russie est sur le point de poser de sérieuses contraintes à la guerre de Poutine. De nombreux facteurs jouent un rôle. Cela comprend une pénurie de travailleurs, les augmentations massives des dépenses de défense au cours des dernières années, des niveaux élevés d'inflation, des sanctions de nombreuses nations à travers le monde, et ainsi de suite. À cause de cela, les réserves liquides du pays ont considérablement diminué, passant de 117 milliards en 2021 à seulement 31 milliards fin 2024. Donc, bien que Poutine puisse se vanter et se targuer de la force de l'économie russe, et de la manière dont elle a apparemment résisté aux sanctions occidentales, les chiffres durs et froids racontent une histoire très différente. L'économie de la Russie est sous une contrainte significative, ses entreprises perdent de plus en plus d'argent chaque jour, et même ses forces armées coûteusement assemblées font face à un mur de briques en Ukraine. Luttant jour après jour, sacrifiant des vies, de l'argent, du matériel et des ressources pour seulement les gains les plus marginaux. Ajoutez à cela le fait que la Russie a connu des pertes de vie records au cours de la guerre jusqu'à présent, avec au moins 106 000 morts confirmés. Et certaines estimations suggèrent plus du double de ce montant. Ajoutez à cela le fait que le moral est en baisse, et que la Russie a subi des pertes majeures en termes de chars, de véhicules blindés, de drones et plus encore. Et la triste réalité pour Poutine est que cette guerre est une guerre qu'il ne peut pas gagner facilement. Il est de plus en plus isolé, avec une image de plus en plus sombre à affronter chaque jour. Alors que d'anciens alliés se retournent contre lui, les soutiens de longue date deviennent impatients, et ses nombreuses manœuvres offensives échouent constamment. Depuis des années, il s'appuie sur la peur pour obtenir ce qu'il veut. Mais comme le montrent ces événements récents, le monde n'a plus peur de la Russie comme il l'était autrefois. Et les fissures dans l'image autrefois solide de Poutine sont plus claires que jamais. Mais quelles sont vos pensées ? Comment voyez-vous le grand projet de loi du Sénat influencer la guerre, et pourrait-il rapprocher le monde d'une résolution pacifique enfin ? Partagez vos impressions.
dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles et d'informations à jour sur la guerre de la Russie en Ukraine, le Moyen-Orient et d'autres conflits majeurs dans le monde.